Oui, certainement. Mais j'aimerais réagir à la question que vous avez posée. Est-ce que les choses vont changer avec Obama? Je pense qu'il faut être nuancé et qu'il y a un aspect positif. Moi, je reçois énormément de questions sur mon site Internet. Obama suscite beaucoup d'espoir. Et l'aspect positif, je pense, c'est que ça n'est pas du tout sans valeur qu'aux États-Unis, avec toute leur histoire raciste, un noir ait été élu à la présidence. C'est une avancée, c'est important. Aussi positif, Obama a été élu parce qu'il a proposé un changement. Il est apparu, en tout cas, comme refusant Bush et le militarisme et la guerre et tout ça. Donc ça, je trouve extrêmement positif. Le problème, c'est que avant que les gens votent pour Obama, Wall Street avait voté pour Obama. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, les multinationales mettent de l'argent sur les candidats régulièrement. Pour être élu président des États-Unis, il faut recevoir des centaines de millions de dollars. La campagne électorale coûte horriblement cher. Ce n'est pas vraiment démocratique d'ailleurs comme système politique. Et il faut se demander à qui les multinationales ont donné le plus d'argent. Pas à McCain, pas à Clinton, à Obama. Donc le problème, c'est que les gens maintenant, avec la crise, ils ont voté Obama pour qu'on les sauve des banques. Le problème, c'est que les banques aussi ont voté Obama. Alors je pense que dans la question israélienne, vous avez raison de dire qu'Obama a raconté toute une série de choses pendant sa campagne électorale pour se faire élire, que maintenant il dit le contraire. Et là, il va falloir tester. Obama a choisi comme vice-président un sioniste acharné, comme secrétaire général de la Maison-Blanche également un sioniste acharné. Il a dit que Jérusalem, ça devait être la capitale d'Israël. Or, Jérusalem est une capitale volée. Il a proposé de donner 30 milliards de dollars d'aide militaire en plus à Israël. Je voudrais simplement dire à Obama, il y a 40 millions de gens sous le seuil de pauvreté aux États-Unis. Est-ce que ces milliards de dollars ne seraient pas mieux utilisés là? Il y a un énorme problème social aux États-Unis et je pense que malheureusement, d'abord le problème c'est que le pouvoir n'est pas à la Maison-Blanche. Le pouvoir, il est dans les multinationales qui décident cette stratégie et qui décident qui sera président. Et je crois sincèrement qu'on va avoir... Ils ont maintenant, comme je l'ai dit au début et comme M. Baird l'a souligné, ils ont un grand problème. C'est que la méthode Bush, on passe en force, on fait la guerre à tout le monde, ça a échoué. Ça n'a provoqué que de plus en plus d'indignation, de résistance dans le monde. En plus, les États-Unis sont une puissance économiquement en faillite. Il y a eu la crise immobilière, s'annonce la crise des cartes de crédit. Donc, il va y avoir En fait, c'est une économie en faillite. Comment voulez-vous continuer à faire la guerre partout dans le monde quand vous n'avez pas une économie qui peut la payer? Donc, maintenant, ils sont vraiment dans un désarroi à hésiter entre les tactiques, on va jusqu'au bout, on fait la guerre à fond et en avant, ou des tactiques plus intelligentes, comme on a entendu cette version-là, pour essayer de maintenir la domination des États-Unis sur le monde. Moi, je voudrais simplement dire, les États-Unis n'ont pas à dominer le monde. Il ne faut pas se poser la question, quelle est la meilleure manière de rester les maîtres du monde? Le monde, simplement, il est en train d'évoluer. Il n'est plus unipolaire avec une grande puissance. Il est multipolaire. La Chine monte en puissance. La Russie a cessé de se mettre à genoux devant les États-Unis. Le Brésil, l'Inde, etc. sont aussi des puissances qui essayent de monter. L'Amérique latine essaye de se libérer. Ça, c'est un monde multipolaire. Je ne dis pas que c'est un miracle. La question riche-pauvre va rester là-dedans. Il restera plein de problèmes. Mais à mon avis, c'est mieux pour résoudre les problèmes du monde, qu'il n'y ait plus un gendarme du monde qui, chaque fois qu'il y a un pays qui veut mener une politique indépendante, vient militairement l'attaquer. Sur l'Irak, que va-t-il advenir de l'Irak une fois que les Américains seront partis? Ils ont annoncé leur départ pendant 3 ans. Déjà, George Bush l'avait annoncé. Robert Baird, l'Irak, qu'est-ce que ça deviendra? Soit la partition du pays pour une guerre civile, les chiites, les Kurdes et les sunnites. Soit une guerre civile. Soit devenir une puissance dans l'orbite de l'Iran aussi. L'Irak est fini. De toute façon. Une telle dimension d'imprévisibilité, d'un côté, on peut considérer que la baisse de la violence en Irak est due au fait que la politique américaine est en train de l'emporter, et ça a des aspects tout à fait vrais. De l'autre côté, on peut dire que les acteurs réels de la scène irakienne se mettent en position en attendant que les Américains s'en aillent pour se confronter dans la bataille définitive. Ce qui est quand même marquant dans l'histoire longue de l'Irak au XXe siècle, c'est qu'il a existé des forces centralisatrices qui ont imposé au reste du pays leur domination. Et apparemment, quand même, il est en train de se reconstituer maintenant une force centralisatrice en Irak. Alors, probablement les Kurdes en seront victimes
à moyen terme, surtout que les voisins turcs et iraniens ne demandent que ça, c'est qu'on arrête l'autonomie kurde. Et on peut penser aussi qu'un pouvoir chiite, mais relativement indépendant de l'Iran, peut se mettre en place en Irak. Avec, je pense, dans les prochaines années, l'avènement, mais là ce n'est qu'un pronostic géopolitique d'un Kurdistan non plus seulement autonome mais indépendant, avec sans aucun doute des heurts extrêmement graves et violents qui ont déjà commencé d'ailleurs avec la Turquie mais également l'Iran, surtout la Turquie, mais je pense qu'on néglige la puissance revendicatrice et nationaliste des Kurdes qui sont plusieurs millions en Irak, qui sont une trentaine de millions dans le monde entier étalés sur 5 pays différents et je pense réellement qu'on verra l'avènement de cette indépendance kurde. Michel Collomb, sur l'Irak elle-même Mais écoutez, quand je suis allé, au moment où Bush a commencé à menacer l'Irak en 2002, j'ai présidé une mission internationale qui a séjourné en Irak pendant 2 semaines. Tout le monde sentait que la guerre allait arriver. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens, aussi bien des gens pour Saddam Hussein, parce que c'était une partie importante de la population, que des gens qui étaient contre lui. Et des deux côtés, on m'a dit, les Américains, ce qu'ils disent les Américains pour désigner les États-Unis, les Américains, ils peuvent entrer, mais ils ne sauront jamais comment sortir. Et je pense que ça illustre qu'en réalité, les problèmes, on a posé ce soir, on a beaucoup discuté sur beaucoup de problèmes tactiques et stratégiques, qu'est-ce qu'il faut faire. On a chanté les louanges d'Israël. J'aurais aimé qu'un Palestinien puisse venir apporter, rétablir la vérité historique par rapport à tout ça. Mais je pense qu'on reste toujours, on essaye de cacher qu'il s'agit de guerre économique. On nous dit, c'est pour la démocratie, c'est contre les armes de destruction massive, etc. Je regrette. Mais la démocratie, quand vous tomber sur un gouvernement élu démocratiquement, mais qui ne se met pas à genoux devant les États-Unis et devant Israël, qu'est-ce que vous faites ? Vous le renversez et même vous l'assassinez. Vous l'avez fait au Congo en assassinant Lumumba, en remplaçant par Mobutu. Les États-Unis, etc. Vous l'avez fait au Chili, en volant le cuivre, en assassinant Allende, en le remplaçant par Pinochet. Les États-Unis ont placé les États-Unis. Mais on n'est pas américain. Mais c'est qui vous ? Écoutez, on n'est pas au commissariat. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Non, mais c'est pour comprendre. Je m'adresse aux spectateurs. Vous défendez les États-Unis, je les critique. Chaque fois que je parle, vous m'interrompez. Ça vous gêne que je m'exprime ici ? Pas du tout, ça m'amuse. S'il vous plaît, de ne pas m'interrompre. Vous êtes un exemple emblématique de l'obsession anti-israélienne et anti-américaine. Vous êtes un exemple emblématique du racisme d'Israël. Non plus. Et voilà, avec ça, on n'en sort pas. Je suis d'accord avec le racisme d'Israël, mais je ne suis pas d'accord avec la politique israélienne, ça c'est sûr. C'est une tactique classique de débat télévisé. On jette une peau de banane pour que l'autre ne puisse pas aller jusqu'au bout. Vous le faites vous-même très bien. Qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout et que les gens ne puissent pas entendre ce que j'ai à dire. Je voudrais simplement dire que vous avez éliminé une série de gouvernements démocratiquement élus parce qu'ils ne vous plaisaient pas et qu'ils ne se mettaient pas à genoux devant vous. Dans chaque pays d'Amérique latine, vous avez fait un coup d'État militaire, dans chaque pays d'Amérique latine. Et au Moyen-Orient, excusez-moi, mais vos modèles, c'est l'Arabie Saoudite, le Koweït et des régimes pareils. Parlons-en alors de votre obsession de la démocratie. Robert Baird, je pense simplement, en matière de conclusion, que si on cesse d'intervenir en tant que grande puissance en disant le pétrole est à nous, le Moyen-Orient c'est à nous à décider ce qui s'y passe, les problèmes pourront progressivement se résoudre. Le malheur de l'Irak, c'est que la stratégie a été d'abord d'envahir de façon assez stupide, comme Bush qui n'avait pas pensé à ce qui allait se passer après, et ensuite, quand ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ils ont dit délibérément, on pouvait le lire dans les revues militaires des États-Unis, il nous faut diviser l'Irak en 3, comme on l'a fait en Yougoslavie, provoquer une guerre civile entre les gens, et ça va être la manière de maintenir notre domination sur la région. Mais ça c'est inacceptable.